l'intitulé du jour sera la glomérulonéphrite aiguë de l'enfant. La glomérulonéphrite aiguë de l'enfant est définie comme étant une inflammation non suppurative, c'est-à-dire il n'y a pas de pus, des capillaires glomérulaires. Donc il s'agit d'une inflammation aiguë non suppurative de l'ensemble des capillaires glomérulaires qui est en général une conséquence retardée d'une infection orale ou cutanée, le plus souvent streptococcique, qui n'a pas été ou a été insuffisamment traitée. Les glomérulonéphrite représentent la plus grande majorité de ce qu'on appelle les syndromes néphritiques. Qu'est-ce que c'est qu'un syndrome néphritique? C'est l'association d'œdème, de surcharge circulatoire, dont on verra tout à l'heure dans le chapitre clinique des caractéristiques, d'une hématurie le plus souvent macroscopique, d'une protéinurie de degré variable, d'une diminution de la diurèse ou oligurie, et le plus souvent, il s'y associe une hypertension artérielle. Il faut savoir que ce syndrome néphritique est complet dans 40% des cas, mais il peut être partiel où nous renfermons que 2 symptômes, dans 96%, au moins 2 symptômes. Alors, sur le plan épidémiologique, il faut savoir que c'est la première cause de glomérulopathie chez l'enfant dans les pays en voie de développement, ce qui pose, bien sûr, un problème de santé publique. Il faut dire un peu que dans notre pays, depuis quelques années, on voit de moins en moins de GNA. La GNA peut être grave, soit dans l'immédiat, c'est-à-dire tout au début, parce qu'elle peut se révéler par une complication aiguë, dont on verra tout à l'heure lesquelles. Ces complications aiguës peuvent compromettre le pronostic vital. Et le deuxième élément de gravité, c'est que parfois, certains glomérulonéphrites qui ne sont pas aigus, mais chroniques, et donc d'évolution défavorable, qui peuvent évoluer vers une insuffisance rénale chronique, peuvent se révéler sur un mode aigu comme une GNA. Sur le plan étiologique, la plupart, 90% des glomérulonéphrite aigus de l'enfant sont post-infectieuses et en particulier post-streptococciques. Il s'agit d'une maladie immunologique par complexe humain. Le diagnostic de GNA repose sur des critères simples, cliniques, étiologiques, immunologiques. Rarement on aura besoin d'histologie et enfin sur les critères évolutifs. Le traitement des GNA est purement symptomatique lorsqu'il est curatif et enfin bien sûr il est aussi préventif. Et dernier élément d'intérêt, c'est que la glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique est dans la majorité des cas bénigne. Sur le plan épidémiologique, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les pays en voie de développement, en général, l'incidence de la GNA est de 1 cas par an par enfant ayant moins de 12 ans. Souvent, des épidémies de glomérulonéphrite post-streptococcique surviennent dans les communautés, dans les populations où le niveau de l'hygiène est souvent bas. En général, la glomérulonéphrite survient au-delà de 2 ans, entre 2 et 12 ans. Elle est exceptionnelle, elle est rare avant l'âge de 2 ans. Elle touche les deux sexes, aussi bien la fille que le garçon. Certains HLA sont plus susceptibles, d'accord, que d'autres dans la contraction d'une GNA chez les enfants. Donc, le HLA-DR1 et DRW4, lorsqu'ils se trouvent chez ces enfants-là, eh bien, ces enfants-là sont plus susceptibles de faire une GNA par rapport aux autres enfants ayant d'autres HLA. On note parfois dans certaines situations des formes familiales où effectivement plusieurs membres de la même fratrie sont touchés. Alors, comme il s'agit d'une complication retardée, on peut faire le parallèle avec le RA, donc secondaire aux infections ORL. Donc, ça veut dire que l'épidémiologie de la GNA va suivre celle des infections ORL. On aura donc des pics de GNA post-streptococcique secondaires aux infections ORL, donc en hiver et en printemps, et celles qui sont secondaires aux infections cutanées streptococciques comme l'impétigo ou la pyodermite, surtout en été. Alors, souvent, les formes sporadiques surviennent après une infection pharyngée, surtout au streptocoque A de type 12, et les formes épidémiques peuvent être déclenchées par les différentes souches pharyngées ou cutanées du streptocoque.
Alors, les facteurs étiologiques, comme on l'a dit, la plupart des glomérulonéphrite aigus sont post-infectieuses. Et parmi les post-infectieuses, la plus importante est donc les glomérulonéphrite secondaires au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A. En particulier, ces souches qu'on appelle néphritogènes. Donc, c'est des streptocoques donc, qui ont une affinité pour le rein en comparaison avec les souches qu'on appelle rhumatogènes, c'est-à-dire les souches de streptocoques qui sont responsables du rhumatisme articulaire aigu. Bien sûr, il y a plusieurs types de sérotypes de streptocoques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les souches néphritogènes sont peu nombreuses, d'accord? Et le fait qu'elles soient très peu nombreuses fait que les probabilités de refaire d'autres infections orales à ces souches-là est minime, ce qui expliquera tout à l'heure qu'il n'y a pas de traitement de prophylaxie secondaire, contrairement aux souches rhumatogènes qui sont très nombreuses en termes de sérotypes et donc qui nécessitent une prophylaxie secondaire, ce qui n'est pas le cas des streptocoques néphritogènes. Bien sûr, d'autres infections peuvent entraîner des glomérulonéphrite aigus qui peuvent être non streptococciques. En général, elles surviennent sous forme sporadique. Ça peut être des bactéries comme le staphylocoque, le méningocoque, le pneumocoque ou autres. Ça peut être des virus comme le virus de l'hépatite, les adénovirus, les herpès viridés. Ça peut être des parasites dans un contexte particulier tel que Plasmodium là, ou bien la toxoplasmose. Et exceptionnellement, on a rapporté quand même des GNA secondaires à des champignons. Mais ce qu'il faut retenir dans l'ensemble, c'est que la plupart des glomérulonéphrites sont post-infectieuses et parmi les post-infectieuses, c'est surtout le streptocoque bêta hémolytique du groupe A, mais uniquement quelques sérotypes. Alors, sur le plan pathogénique, on a dit tout à l'heure que dans l'intérêt de la question, que les glomérulonéphrite post-streptococciques, c'était une maladie donc par complexe humain. Quels sont les arguments? D'abord, il existe un temps de latence ou un intervalle libre entre le moment où l'enfant fait l'infection streptococcique, qu'elle soit orale ou cutanée, et l'apparition des signes cliniques. Ce temps de latence, c'est le délai nécessaire pour l'organisme pour former ces complexes humains. Autre argument en faveur de la nature immunologique de la GNA, ce sont des enfants qui ont une baisse du complément sérique, en particulier de la fraction C3. Et on sait très bien que le complément fait partie de l'immunité non spécifique. Ce sont des enfants chez qui on trouve aussi des complexes humains circulants, des cryoglobulines. Et enfin, lorsqu'on leur fait une biopsie rénale, et on verra tout à l'heure qu'elle n'est pas indispensable au diagnostic, et bien lorsqu'on fait l'immunofluorescence, on va trouver des dépôts d'IgG et des dépôts de la fraction C3 du complément au niveau du rein. Donc voilà, si vous voulez, les différents arguments qui plaident en faveur de la nature immunologique de la GNA. Alors, quels sont les facteurs pathogéniques? On a dit tout à l'heure qu'il y avait des souches de streptocoques qui sont néphritogéniques. Alors, voilà, grosso modo, pour résumer, il existerait des similitudes moléculaires entre certains composants de la paroi glomérulaire et des antigènes streptococciques. Donc, une similitude, c'est-à-dire qu'au début de l'infection, à la phase précoce de l'infection, un ou plusieurs antigènes streptocoques ont une affinité vers des composants de la membrane basaglomérulaire, vont se planter au niveau de cette membrane basaglomérulaire par affinité, et 2 semaines après, 10 à 14 jours après, l'organisme va réagir contre ces antigènes-là en sécrétant des anticorps qui vont s'attaquer non seulement au streptocoque, mais là aussi, là où il y a l'antigène qui est streptococcique. Donc, ils vont s'attaquer à cet antigène qui est planté au niveau de la membrane basaglomérulaire. Et jusqu'à présent, on n'a pas pu identifier donc ces antigènes-là qui ressembleraient donc aux constituants de la membrane basaglomérulaire. Donc, plusieurs hypothèses sont avancées, mais le plus important est de savoir tout simplement que l'organisme va synthétiser des anticorps dirigés contre non seulement les antigènes streptococciques qui circulent, mais aussi contre les antigènes streptococciques plantés dans la membrane basale glomérulaire, ce qui va expliquer l'existence d'une réaction inflammatoire au niveau du rein.
Alors, bien sûr, le complément joue un rôle très important. Il faut savoir que le complément est un ensemble de protéines donc, qui vont être activées. Donc, il y a plusieurs voies d'activation du complément, la voie classique, la voie alterne et la voie des lectines. Et c'est surtout la voie alterne qui est dans ce cas-là, qui est activée. Et l'activation de cette voie va entraîner une réaction enzymatique donc des différentes fractions du complément et ça va aboutir au dernier composant qu'on appelle le complément, le C5b9, qu'on appelle aussi le complexe d'attaque membranaire. C'est-à-dire quoi? Ce complexe-là, c'est lui qui va entraîner les lésions au niveau de la membrane basale glomérulaire. Il va altérer son intégrité. Ensuite, il va stimuler l'expression de cytokines inflammatoires. Il va favoriser la formation de TGF, c'est-à-dire les Transforming Growth Factor. Ce TGF, c'est lui qui va être responsable de l'excès de la production de la matrice extracellulaire. Donc, on voit très bien. Et bien sûr, le fait que le C3 soit au niveau du rein fait qu'au niveau sérique, au niveau sanguin, son taux est abaissé. C'est pour cela que la baisse du C3 est fondamentale pour le diagnostic de la GNA. Alors, quand on fait des biopsies rénales, on va trouver donc sur le plan histologique l'existence, bien sûr, de cellules d'un infiltrat inflammatoire composé de lymphocytes T helper et de macrophages. Et ce sont justement ces cellules-là, ils ont un rôle dans les lésions rénales. Les macrophages vont jouer un rôle dans l'initiation à la prolifération cellulaire et en association avec les lymphocytes T helper, donc ils vont être responsables de lésions inflammatoires par augmentation de ces fameuses cytokines pro-inflammatoires, l'interleukine 6-8 et le TNF-alpha. Donc, si vous voulez, pour résumer un peu la pathogénie, donc il y a une infection streptococcique, d'accord, qu'elle soit cutanée ou ORL. Ensuite, il y a une réaction immunitaire de l'organisme qui va détruire le streptocoque. Et comme il y a une similitude antigénique entre certains streptocoques et certains composants de la membrane basale glomérulaire, les anticorps synthétisés vont non seulement aller détruire le streptocoque, mais ils vont aussi aller vers ces antigènes qui ressemblent à des constituants de la membrane basale glomérulaire, ce qui va entraîner une réaction immunologique de type inflammatoire au niveau du rein. Et les lésions inflammatoires vont expliquer les conséquences physiopathologiques et les signes cliniques qu'on verra maintenant. Alors, sur le plan physiopathologique, les signes cliniques sont tout simplement les conséquences de la réponse inflammatoire glomérulaire, donc à l'infection streptococcique, bien sûr in situ. Donc, l'inflammation glomérulaire a pour conséquence, on sait très bien que le rein, la fonction du rein, entre autres, c'est la filtration glomérulaire. Donc, l'inflammation va entraîner une réduction du débit de la filtration glomérulaire. Donc, le débit de filtration glomérulaire va diminuer, ce qui va entraîner une oligurie, puisqu'il y a moins d'urine produite. Et ensuite, on aura automatiquement une réabsorption hydrosodée. Et bien sûr, les conséquences, ce sont les œdèmes. Donc, l'inflammation est responsable de la baisse du débit de filtration glomérulaire, qui lui est responsable d'une réabsorption hydrosodée, donc d'une oligurie et des œdèmes. Pour l'hypertension artérielle qui peut exister, elle n'est pas obligatoire, qui peut exister, elle peut être secondaire à plusieurs facteurs, soit une augmentation des cytokines qui ont un effet sur la pression artérielle, ou bien la retention hydrosodée, dont on a parlé tout à l'heure, ou bien secondairement parce que le système rénine-angiotensine est stimulé mais de façon inappropriée. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que la filtration glomérulaire se normalise, les signes secondaires à cette retention vont disparaître. Sur le plan anatomopathologique, on l'a dit tout à l'heure que le diagnostic reposait sur des critères cliniques, étiologiques, immunologiques, rarement histologiques. C'est-à-dire que la biopsie n'est pas nécessaire au diagnostic, mais qu'elle a des indications précises. Alors, quand elle a été faite, donc quand on fait une PBR, en général, si on veut faire correctement l'examen d'une fonction biopsie rénale, on fait d'abord un examen en microscope optique, ensuite on fait une étude en immunofluorescence.
dans les centres qui sont pourvus de microscopie électronique, on peut aussi faire l'étude de la biopsie au microscope électronique. Alors, quand elle a été faite, alors le diagnostic histologique montre en microscopie optique qu'il s'agit d'une glomérulonéphrite proliférative. On a vu tout à l'heure qu'il y a une prolifération cellulaire qui est stimulée, endocapillaire, pur exudatif. Voilà, si vous voulez, la dénomination histologique précise. Glomérulonéphrite proliférative, endocapillaire, pur exudatif, ça veut dire tout simplement inflammatoire. Alors, il y a deux phases dans l'évolution du GNA. Lorsqu'on fait la PBR précocement, donc on va trouver que les glomérules sont augmentés de taille avec une prolifération diffuse des cellules endocapillaires, d'où le terme de glomérulonéphrite proliférative endocapillaire, avec bien sûr une infiltration par des cellules inflammatoires et par des PNN, polynécranotrophiles, des lymphocytes et des macrophages. Ce qui est caractéristique dans une glomérulonéphrite, c'est que sur le versant externe de la membrane basale, on va trouver des dépôts coniques, des dépôts sous forme de cône en bosse, ce que les anglo-saxons appellent humps. Voilà ce qui se voit dans une glomérulonéphrite proliférative endocapillaire pure. Parfois, dans certaines formes sévères, en plus de la prolifération endocapillaire, il va exister une prolifération extracapillaire. C'est-à-dire, ça va être une prolifération des cellules épithéliales. À ce moment-là, leur présence est un facteur de mauvais pronostic. Au stade tardif, donc quelques semaines après, lorsqu'on refait la PBR chez ces enfants-là qui ont évolué favorablement, eh bien, on ne va plus trouver de glomérules augmentés de taille, on ne va plus trouver de dépôts coniques, on ne va plus rien trouver en dehors de la simple prolifération mésangiale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une évolution de ces lésions-là. Et on verra tout à l'heure que cette évolution, il faut la surveiller sur le plan clinique. Quand on fait l'immunofluorescence, c'est-à-dire on va mettre en contact avec la pièce de biopsie RNA, donc un sérum qui renferme donc des anticorps connus d'avance, et bien on va trouver qu'il y a des fixations, d'accord, du complément C3 et un degré moindre d'IgG au niveau de ces fameux dépôts coniques. Et selon la nature ou l'aspect du dépôt, on décrit, alors si ces dépôts de C3 ou d'IgG se fait selon le long des capillaires glomérulaires et au niveau du mésangiome, ça donne ce qu'on appelle un aspect de ciel étoilé. Le dépôt peut être mésangial pur, ou bien parfois le dépôt se fait le long de la paroi, mais en position extramembraneuse, décrivant ce qu'on appelle un aspect en guirlande. Comme pour les signes histologiques, la plupart des signes disparaissent ultérieurement, en général vers la 8e semaine, là aussi, ces dépôts-là, ces fixations, vont disparaître en général au bout de 8 semaines. Donc, vous voyez très bien qu'il y a des lésions aiguës, d'accord, et ensuite il y a une évolution vers une résorption, une disparition de ces lésions-là, ce qui donne le caractère aigu à la pathologie. Sur le plan clinique, on va prendre bien sûr le type de description qui est le plus couramment retrouvé, c'est les glomérulonéphrite à début aigu post-streptococcique. Alors dans sa forme commune, en général le début est brutal, bien sûr après un intervalle libre qui varie de 1 à 2 semaines après que l'enfant ait fait une infection streptococcique des voies aériennes supérieures, ou bien un peu plus tard, 3 à 6 semaines, si cette infection est streptococcique et cutanée. L'enfant va présenter, donc brutalement, il va se réveiller avec un syndrome néphritique. Et on reprend un syndrome néphritique, donc c'est un syndrome associant des œdèmes. Alors ces œdèmes-là sont de type rénal. Donc ce sont des œdèmes qui sont mous, blancs, froids et gardant le godet. Ce sont des œdèmes qui sont soit périphériques, donc touchant la peau, donc ça va être une bouffissure du visage, des paupières, ou bien des membres inférieurs, d'accord? Ou bien ces œdèmes peuvent être profonds, c'est-à-dire soit ils touchent des séreuses et donc on peut avoir une pleurésie, une péricardite, une ascite ou une hydrocèle vaginale, ou ça peut être des œdèmes d'organes, donc un œdème digestif avec son cortège fonctionnel, des douleurs abdominales, de gastro-entérite exudative, ou bien un œdème pulmonaire avec comme un OAP, donc des signes respiratoires, ou voire même un œdème cérébral avec ses conséquences. D'accord?
Donc voilà, si vous voulez, pour les œdèmes, il ne s'agit pas uniquement d'œdèmes périphériques touchant la peau, ça peut être plus profond que ça. Deuxième élément, les œdèmes. Deuxième élément, on a dit, c'est l'hématurie. Cette hématurie est le plus souvent macroscopique. Et quand on voit les urines de ces enfants-là, ce sont des urines, si vous voulez, qui ont l'aspect de Coca-Cola, ou bien classiquement décrit comme étant un aspect de bouillon sale. Voilà, d'accord. Ensuite, vous avez la protéinurie de degré variable qu'on trouve bien sûr à la bandelette urinaire. Vous avez l'oligurie, donc ce sont des enfants, forcément, s'il y a une retention d'eau sodée, donc le débit urinaire est réduit, d'accord. Et enfin, la tension artérielle, elle peut être augmentée. C'est pour cela qu'en pratique, certains parlent de glomérulonéphrite aiguë hypertensive. C'est tout simplement par rapport au glomérulonéphrite où il n'y a pas d'hypertension artérielle, puisque l'hypertension artérielle n'est pas obligatoire. Elle peut exister comme elle peut ne pas exister. Voilà, si vous voulez. Et c'est ça le syndrome néphritique. Il peut être complet. Maintenant, il peut être partiel, et j'ai dit, c'est-à-dire ça peut être juste un syndrome d'hémateux plus une hématurie, une oligurie avec une hématurie, donc en moins de 6. Sur le plan biologique, ben, c'est très simple. Si on a compris la physiopathologie, ben, on va comprendre le reste. Donc, le tableau, en fin de compte, physiopathologique, c'est un tableau d'insuffisance rénale aiguë, tout simplement. Donc, on aura une urée élevée, d'accord, et bien sûr, parfois, lorsqu'elle est assez importante, on aura une tendance à l'hypercalémie, voire même une acidose dans certaines situations, d'accord. Il s'agit d'une maladie inflammatoire, d'accord, donc on peut avoir une baisse accélérée, une polynucléose neutrophile, une hyperalpha 2. Il s'agit d'une maladie immunologique, donc il faut confirmer la baisse du complément C3, d'accord, et du CH50 bien sûr, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la baisse du C3 est une baisse qui est précoce et transitoire. C'est-à-dire qu'il faut faire le prélèvement au début de la maladie, parce que si vous attendez, d'accord, le C3 va se normaliser, et c'est difficile de parler d'une glomérulonéphrite avec un C3 normal. Donc, la baisse de C3 est obligatoire au diagnostic, et elle est précoce, elle est transitoire, d'où l'intérêt de faire un prélèvement donc le plus tôt possible par rapport au début de la maladie. Et bien sûr, c'est une maladie inflammatoire d'origine immunologique secondaire à une infection streptococcique. Donc, il faut prouver donc l'atteinte streptococcique. Alors, l'atteinte streptococcique se prouve soit par la bactério, donc prélèvement de gorge pour les angines, les rhinopharyngites ou autres, ou bien les pyodermites ou les impéticos pour ce qui est cutané. Mais s'agissant d'une maladie donc, qui se révèle de façon retardée, donc souvent, l'organisme a eu le temps de détruire le germe, donc il y a peu de chances qu'on trouve ces germes, c'est pour cela qu'on est obligé donc de faire la preuve de l'atteinte streptococcique donc, par la sérologie et donc la recherche des anticorps antistreptococciques, que ce soit les antistreptolysines O ou bien les antistreptodoranases. Dans les urines, eh ben, on va confirmer l'hématurie, d'accord. On va quantifier la protéinurie. On peut trouver une leucocyturie discrète qui n'est pas spécifique de l'infection urinaire. Alors, en pratique, il faut savoir que dans un syndrome néphritique, on a beaucoup plus d'hématurie que de protéinurie. Alors que dans le syndrome néphrotique, c'est plutôt l'inverse. On a beaucoup plus de protéines, parce que c'est ça un syndrome néphrotique, c'est une protéinurie pathologique, et parfois même, on n'a même pas d'hématurie. Donc, ça, c'est juste en pratique pour essayer d'accord, syndrome néphritique, plus de sang que de protéines, syndrome néphrotique, protéines surtout. D'accord, bien sûr, s'agissant d'une insuffisance rénale, l'urée n'étant pas éliminée de façon importante au niveau des urines, puisqu'elle est retenue dans le sang, donc nous aurons au niveau urinaire une urée très abaissée, et comme il y a une retention sodée aussi, donc là aussi, la natriurèse sera abaissée au niveau des urines. Alors, quelle est l'évolution de la glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique? Dans la plupart des cas, heureusement, d'accord, elle est favorable et elle évolue vers la guérison. Et les signes cliniques et biologiques disparaissent en général dans des délais particuliers. Ainsi, l'oligurie, l'hypertension artérielle, les œdèmes et l'insuffisance rénale ont tendance, dans une GNA authentique, à disparaître en moins de 2 semaines. La fraction, le C3 se normalise en moyenne 8 semaines après. Quant à la protéinurie et à l'hématurie, c'est les derniers signes à disparaître. D'accord? Alors, la protéinurie, en général, presque 100% des cas, elle disparaît à la fin de la première année, mais ça peut
disparaître bien avant. Donc, on a les délais variables. La protéinurie disparaît entre 3 et 2 ans. L'hématurie microscopique, en général, pratiquement 90% des cas disparaît en moins de 6 mois, mais elle peut persister. L'hématurie microscopique peut persister. Ben, certains ont rapporté une persistance jusqu'à 4 ans. Donc, c'est pour vous dire que c'est très important. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les diagnostics reposent sur des critères cliniques, donc le syndrome néphritique, sur les critères immunologiques, sérologiques, rarement histologiques et surtout évolutifs. Donc, il faut que les signes disparaissent dans les délais habituels. C'est ça le diagnostic authentique d'une GNA authentique. Il faut que les signes disparaissent dans ces délais-là. Ce sont les délais de disparition des signes dans les GNA authentiques. D'accord? La mortalité est vraiment très faible, précocement, bien sûr, c'est au début de la maladie, moins de 1%. D'accord? En général, c'est une retention hydrosodée qu'on a aggravée ou autre, ou bien des crises d'hypertension artérielle, ou bien une hypercalémie secondaire, une insuffisance rénale aiguë. Ça, donc, dans l'immédiat, ce sont des enfants qui sont hospitalisés, mais qui ne vont pas rester comme ça pendant des mois. On verra tout à l'heure, dès qu'il n'y a plus d'oligurie, dès qu'il n'y a plus d'œdème, dès que la tension artérielle est normalisée, s'il y a une hypertension artérielle, l'enfant, il sort. Et en général, c'est une question de quelques jours. À distance, la plupart des cas, il y a une guérison. Parfois, l'évolution peut ne pas être favorable, et ce sont ces situations-là chez qui on trouve ou bien dans lesquelles on trouve justement ces fameuses proliférations épithéliales. C'est-à-dire qu'en plus de la prolifération des cellules endocapillaires, donc vous allez avoir une prolifération extracapillaire, ou ce qu'on appelle les croissants focaux, et bien sûr, leur présence est un signe de mauvais pronostic. Donc, ça veut dire que le tableau clinique initial est sévère et l'évolution est mauvaise puisque une insuffisance rénale terminale est à craindre. Heureusement que c'est des situations exceptionnelles. L'évolution du GNA peut être émaillée par des complications. Ces complications peuvent être aiguës, surtout au début. Ils vont être révélatrices de la maladie et surtout faire errer le diagnostic. C'est-à-dire que ces complications révélatrices, non seulement vont compromettre le pronostic vital, il s'agit d'une urgence thérapeutique. C'est quoi ces complications? Eh bien, la GNA peut se révéler par une insuffisance cardiaque. On a dit tout à l'heure, d'accord, ce sont des enfants qui peuvent avoir une retention hydrosodée, donc une insuffisance rénale aiguë avec une augmentation de la précharge, et à ce moment-là, le cœur peut ne pas tenir à ce moment-là. Il faut faire très attention, d'où l'intérêt de prendre la tension artérielle, d'avoir une insuffisance cardiaque et surtout aussi de faire une bandelette urinaire, ce qui permettra de trouver cette hématurie, de trouver l'hypertension artérielle et de relier, si vous voulez, l'insuffisance cardiaque à une cause rénale, d'autant plus que le traitement de l'insuffisance cardiaque ne fait pas appel au digitalique, puisqu'il s'agit d'une surcharge par augmentation de la précharge et donc les diurétiques suffisent. Les complications, ça peut être aussi des accès d'hypertension artérielle ou bien des accidents vasculaires cérébraux secondaires à une crise d'hypertension artérielle. Donc, vous voyez très bien que ce sont des complications qui peuvent compromettre le pronostic vital. Ça peut être aussi des signes neurologiques, soit mineurs de type céphalée, migraine, fourmillement, mais ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un AVC secondaire à une hypertension artérielle. Ça peut être aussi une cécité ou une amorose, une amputation d'un champ visuel. Et enfin, ça peut être aussi une complication rénale. Ce n'est plus une oligurie, c'est carrément une anurie. C'est-à-dire là, ça devient une urgence. Il faut remplacer le rein donc par une dialyse, qu'elle soit péritoniale ou une dialyse, donc une hémodialyse. Alors, ce qu'il faut savoir, ces complications n'ont pas d'influence sur le pronostic ultérieur. C'est-à-dire que si vous traitez correctement ces complications et que l'enfant donc s'en sort, ces complications n'ont pas d'impact sur l'évolution ultérieure de la GNA qui reste souvent, dans la plupart des cas, bénigne. Mais le plus important est de faire le diagnostic de ces complications, de les traiter à temps pour que le pronostic vital ne soit pas mis en jeu. Autres modalités évolutives, elles sont exceptionnelles, c'est les rechutes. Alors, elles sont exceptionnelles parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de sérotypes néphritogènes est très faible et donc les probabilités de refaire donc des infections à ces sérotypes-là est faible et donc ce qui fait qu'il
il est rare. Donc, lorsqu'il y a une rechute, il faut toujours remettre en cause le diagnostic. Donc, reprendre le malade, d'accord, reprendre le dossier, refaire l'examen clinique, refaire l'interrogatoire et améliorer, si vous voulez, l'exploration. Et ce n'est que, et bien sûr, on verra tout à l'heure que c'est une des indications de la PBR, et ce n'est qu'après avoir fait et éliminé l'ensemble des autres causes qu'on pourra retenir éventuellement la rechute. Mais souvent, c'est plutôt une glomérulonéphrite chronique, d'accord, qui s'est révélée par une poussée sous forme aiguë comme une GNA et qui en réalité donc est une néphropathie chronique qui va faire des poussées jusqu'à ce que le diagnostic soit fait. Donc voilà, si vous voulez, pour la forme commune. Maintenant, la GNA post-streptococcique peut se manifester par d'autres formes cliniques. Alors, parfois, il n'y a aucun signe clinique, c'est pratiquement la moitié des épidémies. Et là, la seule façon de faire le diagnostic, c'est de faire systématiquement une analyse par la bandelette urinaire. À ce moment-là, vous risquez de trouver donc votre hématurie avec votre protéinurie de degré variable. Parfois, le syndrome néphritique n'est pas complet. Donc, nous aurons des formes symptomatiques, mais pas un syndrome néphritique complet. Ça peut être une GNA avec des signes urinaires minimes. C'est vrai, il peut y avoir l'oligurie, mais il n'y a pas d'hématurie ou peu, ou il n'y a pas du tout de protéinurie. Parfois, c'est l'inverse. Hein. On a des signes urinaires prédominants, c'est-à-dire qu'on a peut-être un peu l'oligurie, mais c'est surtout une hématurie macroscopique comme ça d'apparition brutale. Et à ce moment-là, on fait le diagnostic étiologique d'une hématurie. Certaines formes se manifestent par un syndrome néphrotique. Un syndrome néphrotique, on a fait déjà le cours, c'est une protéinurie pathologique qui dépasse les 50 mg par kilo jour avec un taux d'albumine inférieur à 30 g par litre. Voilà, c'est une définition biologique, bien sûr. Sur le plan clinique, il y a un syndrome œdémateux. Et la GNA peut se manifester comme ça, mais comme pour le C3, ce syndrome néphrotique, il est précoce, donc il se manifeste au début de la maladie et il est transitoire. Donc en général, il ne dure pas plus d'1 mois. Donc à ce moment-là, il faut faire attention si ce syndrome néphrotique persiste ou s'il apparaît secondairement à ce moment-là. Donc il faut chercher plutôt une autre néphropathie. Il y a les formes anuriques, donc c'est carrément une insuffisance rénale avec une anurie, elle est mortelle s'il n'y a pas de traitement en urgence. Et les formes compliquées, on en a parlé, c'est tout ce qui est complications cardiovasculaires et neurologiques. Enfin, une forme sévère, on en a parlé un peu. Alors les formes sévères, on les appelle les glomérulonéphrite malignes ou rapidement progressives. C'est des formes très rares, hein, jusqu'à 7%. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. L'oligurie ou l'oligoanurie là va persister. Pourquoi? Parce qu'on a dit que dans une GNA authentique, l'insuffisance rénale, les œdèmes, l'hypertension artérielle disparaissent au moins de 2 semaines. Là, non. Là, l'oligoanurie et l'insuffisance rénale, d'accord, vont persister de façon irréversible. D'accord? Et en général, quand on fait la biopsie chez ces enfants-là, puisque les signes cliniques ne disparaissent pas dans les délais habituels, on va trouver qu'il y a plus de la moitié des glomérules qui sont touchés par cette prolifération épithéliale. D'accord? Plus de 50%. En plus de ça, on va trouver des lésions tubulo-interstitielles sévères et diffuses. Et malheureusement, donc, il faut craindre donc, cette évolution de l'insuffisance rénale chronique. Et enfin, dernière forme clinique, c'est les formes du nourrisson. Au départ, on a dit que les GNA touchaient beaucoup plus les enfants de plus de 2 ans jusqu'à 12 ans et qu'elles étaient rares chez le nourrisson. Effectivement, quand on a des signes urinaires, des signes de néphropathie glomérulaire ou un syndrome néphrique chez un nourrisson, on pense rarement à la GNA, on pense plutôt à d'autres types de néphropathie. Donc, ce n'est qu'en ayant tous les éléments en faveur d'une GNA post-streptococcique et en ayant éliminé les autres causes, à ce moment-là, on pourra peut-être la retenir. Ce qu'il faut savoir que chez le nourrisson, lorsqu'il y a une authentique GNA, elle se manifeste par une forme qu'on appelle viscérale, c'est-à-dire une forme compliquée, donc une forme avec une complication cardiaque, rénale ou bien neurologique. Alors, le diagnostic positif, on l'a dit. Donc, premièrement, il faut avoir une donnée épidémiologique. On est en train de parler de la glomérulonéphrite qui est la plus fréquente, qui est la post-streptococcique. Donc, il faut avoir cette notion d'infection streptococcique récente. D'accord? Il faut avoir la notion d'intervalle libre, c'est-à-dire que l'enfant, il a fait une infection, d'accord? Il a été traité, ou maltraité, ou pas traité, il revient 2 semaines après, donc avec des signes cliniques.
le syndrome néphritique, c'est très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a que des signes rénaux. Hein, d'accord? Donc, il n'y a pas d'autres signes extra-rénaux. Donc, s'il y a d'autres signes extra-rénaux, on est dans un autre contexte. Et on a dit que le syndrome néphritique pouvait être complet. C'est facile. Alors, lorsqu'on a un syndrome néphritique d'apparition brutale, complet, en général, c'est pratiquement presque une équation. On dit GNA post-streptococcique et on va chercher les éléments diagnostiques. D'accord? Mais, on l'a dit, le syndrome néphritique aigu peut être partiel. Il peut ne avoir que au moins deux signes. D'accord? Voilà. Donc, la notion de streptococcie récente, l'intervalle libre, le syndrome néphritique, bien sûr, la preuve immunologique, donc la baisse du C3 et du CH50, donc du complément, l'augmentation des anticorps antistreptococciques, et enfin, l'évolution rapidement favorable des signes rénaux. Donc, vous voyez très bien que les œdèmes, l'hypertension artérielle, l'oligurie, l'insuffisance rénale disparaissent en moins de 15 jours. Hein? Le C3 se normalise au bout de 8 semaines, donc 2 mois à peu près, et seuls les signes rénaux peuvent persister plus longtemps et disparaissent en général en quelques mois. Donc, le diagnostic d'une GNA authentique, hein, en plus de ces éléments-là, c'est la disparition de ces signes-là dans les délais habituels. Alors, le diagnostic différentiel, bien sûr, il peut se poser avec toutes les autres néphropathies, d'accord, aiguës, à début aigu, qu'elles soient primitives ou secondaires. Alors, on peut utiliser le complément comme un élément qui nous permet donc d'orienter les étiologies. Donc, on fait le complément. Alors, si on a un syndrome néphritique ou des signes de néphropathie glomérulaire, c'est-à-dire hématurie, protéinurie, HTA, si le complément est bas, il n'y a pas que la GNA qui donne une glomérulonéphrite à C3 bas. C'est vrai que c'est la seule aiguë qui donne ça, mais d'autres néphropathies glomérulaires chroniques, comme la membranoproliférative, peuvent donner ça, mais dans ces cas-là, le C3 est abaissé, mais de façon prolongée. Les maladies du système peuvent avoir une diminution du C3, telles que le lupus ou bien les cryoglobulinémies. Par contre, si le complément est normal, à ce moment-là, on peut discuter des néphropathies autres que celles-là, telles que les néphropathies IgA, comme la maladie de Berger, par exemple, ou bien les vascularites. Maintenant, si l'enfant se présente avec une simple hématurie ou une protéinurie ou une hypertension artérielle ou une défaillance cardiaque ou même une convulsion secondaire d'axe hypertensif, là, on va faire le diagnostic étiologique d'une hématurie et diagnostic étiologique d'une protéinurie, diagnostic étiologique d'une HT, ainsi de suite. Et bien sûr, à ce moment-là, on va évoquer la GNA comme étant une des causes parmi les autres. Alors, ce qui nous ramène, quand est-ce qu'on va faire la ponction biopsie rénale au cours des GNA. Le principe est simple, c'est que dès qu'on doute du diagnostic, d'accord, on a dit que le diagnostic, c'est la clinique, d'accord. Dans la clinique, vous avez l'anamnèse, c'est-à-dire la donnée épidémiologique qui est l'infection streptococcique. Vous avez le syndrome néphritique. Sur le plan biologique, vous avez la confirmation de l'insuffisance rénale, la confirmation de la nature immunologique, c'est-à-dire la baisse de C3, et la nature streptococcique, l'augmentation des anticorps. Et surtout, la disparition de ces signes-là ou leur normalisation après le délai habituel. Alors, si vous avez une anurie chez un enfant, chez qui vous avez suspecté une GNA, mais cette anurie dure de plus de 5 jours, c'est une indication de la PBR. Si votre hypertension artérielle et votre insuffisance rénale durent plus de 15 jours, on a dit que ça disparaît, mais si elle dure, c'est une indication. Si votre syndrome néphrotique, même s'il existe une forme, mais on a dit que le syndrome néphrotique, dans certains GNA, il est précoce et transitoire. Donc, si il n'est pas précoce, c'est-à-dire qu'il survient après, donc il est secondaire, vous faites la PBR. Si il n'est pas transitoire, c'est-à-dire qu'il dure plus de 1 mois, vous faites la PBR. Si le C3 ne se normalise pas au bout de la 8e semaine, 2e mois. Alors, dans ce cas-là, il ne faut pas aussi être très strict. Parfois, une fois que l'enfant sort, on a fait la C3 au début de la maladie, et donc on va refaire le C3 la 8e semaine. Donc, si au bout de la 8e semaine, le C3 ne s'est pas normalisé, mais il a augmenté. Hein? D'accord? Par exemple, il était je vais donner un exemple, à 0,1 g par litre, un exemple. Et donc, la norme étant 0,5 g par litre, c'est un exemple. Donc, de 0,1,
Au deuxième mois, il me fait donc un C3 et je trouve qu'il est à 0,4. Donc, il n'est c'est pas normalisé, mais il a augmenté. Donc là, on ne s'inquiète pas. On peut attendre un mois ou 2 mois et refaire le C3. D'accord? Mais si le C3 au bout du troisième ou du quatrième mois se normalise, il n'y a pas de problème. D'accord? La médecine n'est pas une science exacte. Par contre, si le C3 reste toujours bas, il n'y a même pas d'augmentation, reste toujours bas au-delà du quatrième mois, à ce moment-là, on fait la PBR. Les signes urinaires, lorsqu'ils dépassent les délais habituels, pour l'hématurie microscopique, on a dit qu'elle peut aller jusqu'à 2 ans. Elle peut persister jusqu'à 2 ans dans une authentique GNA. Donc, si cette hématurie persiste au-delà de 2 ans, à ce moment-là, il faut faire une PBR. D'accord? Si votre protéinurie, ça c'est le syndrome néphrotique, d'accord, dépasse un mois d'évolution, donc elle n'est pas transitoire, vous faites la PBR. Bien sûr, si vous avez une rechute, que ce soit une rechute de l'ensemble des signes cliniques de la néphrite ou bien juste une rechute de l'hématurie, là, vous êtes dans une situation où il faut faire la PBR. Donc, ce sont des situations qui remettent en cause en réalité le diagnostic de GN. Donc, si les signes cliniques disparaissent dans les délais habituels, on ne fait pas de PBR. Ça confirme le diagnostic du caractère aigu de cette glomérulonéphrite. Par contre, si ces signes ne disparaissent pas, donc tardent à disparaître ou ne disparaissent pas, ou bien ils disparaissent, ensuite ils reviennent, à ce moment-là, il faut suspecter une autre glomérulonéphrite, le plus souvent chronique, et la PBR est indiquée pour vous donner le diagnostic histologique de certitude. On arrive donc au chapitre thérapeutique. Le traitement d'une GNA est double, il est curatif et il est préventif. Le traitement curatif est purement symptomatique. Il s'agit d'un tableau physiopathologique d'une insuffisance rénale aiguë, d'accord, chez un enfant qui a probablement encore un foyer résiduel infectieux streptococcique ou pas. Alors, quels sont les moyens thérapeutiques? Est-ce qu'il faut hospitaliser systématiquement ces enfants-là? L'hospitalisation n'est pas obligatoire, elle est obligatoire en cas de complications, c'est-à-dire insuffisance rénale grave, l'enfant fait d'hypertension artérielle ou une encéphalopathie hypertensive. Mais si c'est un enfant qui fait de simples œdèmes, une hématurie microscopique, une oligurie qui n'est pas très très importante, d'accord, mais il n'y a pas d'hypertension artérielle, il n'y a pas d'oligurie importante, vous pouvez surveiller, l'hospitalisation n'est pas obligatoire. Mais si vous avez des signes, donc une insuffisance rénale grave, une HTA ou une encéphalopathie hypertensive, vous êtes obligé d'hospitaliser. Alors, on commence par les mesures hygiéno-diététiques, c'est le traitement d'une insuffisance rénale. Donc, c'est bien sûr le repos à la phase aiguë au départ. Ce sont des enfants qui ont une retention hydrosodée, donc il faut éviter de l'aggraver. Donc, on va faire une restriction hydrique et une restriction sodée. Les médicaments, alors, dans ce type d'insuffisance rénale aiguë, il y a un seul diurétique d'action rapide, c'est le diurétique de Lens, c'est le furosémide, qu'on va donner à 1-2 mg par kilo, soit par voie orale, par voie IV, ça ne change rien. D'accord? Et vous avez aussi, si l'enfant présente une hypertension artérielle, donc tous les antihypertenseurs peuvent être donnés, les inhibiteurs calciques, les IEC, les bêta-bloquants, mais il faut faire attention, les bêta-bloquants sont contre-indiqués au cas d'insuffisance cardiaque congestive. Alors, les antibiotiques, on peut les donner, certains auteurs les donnent, c'est des antibiotiques antistreptococciques. Et dans certaines situations, on sera obligé de faire appel à d'autres médicaments. En cas de convulsion, si l'enfant convulse devant vous par accès hypertensif, donc c'est le Valium. Si l'enfant fait une insuffisance rénale sévère avec hypercalémie, c'est les chélateurs. Et si l'enfant fait une insuffisance rénale grave, cela peut nécessiter une dialyse. Alors, quelles sont les indications? Alors, dans la forme commune, en général, les mesures hygiéno-diététiques suffisent en association avec le furosémide, féroce. Alors, les diurétiques ne sont pas donnés de façon chronique. Les diurétiques sont donnés uniquement pendant quelques jours, d'accord, vraiment 4-5 jours. Dès que l'enfant a une diurèse normale, d'accord, on arrête les diurétiques, le diurétique, d'accord. Lorsqu'il y a une hypertension artérielle, ça peut rentrer dans l'ordre rien que par les mesures hygiéno-diététiques avec le furosémide féroce, puisque les diurétiques font partie du traitement de l'hypertension artérielle. Mais parfois, on sera obligé de faire appel à d'autres antihypertenseurs tels que le Loxane. Et si ça ne rentre pas dans l'ordre, à ce moment-là, on est obligé de faire une dialyse
soit péritonéale, si c'est faisable, ou bien une hémodialyse. Lorsqu'on a une GNA avec une insuffisance cardiaque, là aussi, c'est la même chose, restriction hydrosodée, furosémide, et cela suffit. D'accord? Bien sûr, une insuffisance cardiaque chez un enfant, par exemple, de 4-5 ans, on y pense à une GNA sur des données particulières. Ce sont des enfants qui n'ont pas d'antécédents de cardiopathie, d'angine répétée. Ce sont des enfants qui n'ont pas de insuffisance cardiaque non soufflante. Et donc, ce sont des enfants chez qui on va trouver une hypertension artérielle, une oligurie, une hématurie, donc, ce qui permet de relier donc, le rein à cette insuffisance cardiaque. Et parfois, nous avons des formes avec anévrisme sévère. Donc, à ce moment-là, c'est bien sûr les mesures diététiques, c'est toujours la même. Seulement, le furosémide, là, ça va être, il faut donner de fortes doses. Il faut faire une dialyse si jamais l'enfant fait une acidose sévère, une acidose métabolique, une hypercalémie qui dépasse les 7 mètres ou bien une urée qui dépasse les 2,5 grammes par litre. Là, le traitement médicamenteux peut ne pas être efficace et à ce moment-là, c'est la dialyse. Et bien sûr, le traitement antibiotique, il est donné dans toutes les formes, c'est-à-dire qu'on va essayer de stériliser éventuellement un foyer résiduel. Donc, on va donner des antibiotiques contre les streptococci, donc la pénicilline, ou bien soit par voie injectable ou par voie orale, selon les recommandations de l'OMS, et en cas d'allergie, des macrolides. Mais certains auteurs ne donnent pas ce traitement. Comment surveiller une GNA? Dans une GNA, on a deux phases. Dans l'immédiat, c'est-à-dire au moment de l'hospitalisation, la surveillance doit être pluriquotidienne, stricte, d'accord? On doit examiner les constantes vitales tous les jours et tous les jours, on va vérifier l'évolution du poids parce que ce sont des enfants qui ont des œdèmes et donc ils ont un poids majoré. Et donc, c'est très important de prendre le poids tous les jours. Les œdèmes, la tension artérielle au moins 2 fois par jour, la durée des 24 heures et bien sûr le reste de l'examen des constantes vitales. Sur le plan biologique, on pourra refaire quelques jours après, donc ce qui était anormal au départ, c'est-à-dire la fonction rénale, le ionogramme. Ultérieurement, donc une fois que l'enfant sort, que l'évolution des signes cliniques est favorable dans les premiers jours, on va donc suivre l'enfant en consultation. On va lui demander de faire, bien sûr, s'il sort, c'est qu'il n'a plus aucun signe clinique qui est censé disparaître avant les 15 jours, d'accord? Donc l'enfant sort, on le reconvoque au deuxième mois avec un C3 de contrôle. Bien sûr, une fois qu'il vient, bien sûr, on va refaire l'examen clinique. C'est pas parce que les signes cliniques ont disparu qu'ils vont ne pas réapparaître. On a dit tout à l'heure que certains glomérulonéphrite chroniques peuvent entraîner donc des récidives de ces signes urinaires. Donc à chaque fois, donc il faut faire l'examen clinique. Il faut s'assurer qu'il n'y a plus de signes, que les signes qui ont disparu ne sont pas là. Et bien sûr, on va surveiller la chimie des urines. Donc si je revois le garçon ou la fille, je la vois à 2 mois et que je trouve qu'il y a une hématurie microscopique ou une protéinurie, je ne m'inquiète pas puisque je sais que ce sont des signes urinaires qui vont mettre du temps pour disparaître. D'accord? Par contre, s'ils sont déjà disparus, c'est tant mieux. Dans ce cas-là, les prochaines surveillances, ça va être justement de vérifier si cette disparition est permanente ou bien s'ils sont revenus. Alors, bien sûr, l'évolution favorable, c'est quoi? Eh ben, dès que vous mettez, l'enfant est hospitalisé, vous mettez le traitement, la fiche de surveillance, et dès que vous allez faire donc la surveillance, et donc dès que l'enfant a une diurèse normale, donc dès que vous forcez le rein par la furosémide, à ce moment-là, la diurèse reprend, il y aura une fonte des œdèmes, il y aura une baisse du poids pour ensuite sa stabilisation donc à des valeurs normales, et une tension artérielle normale. Donc une fois que vous avez une diurèse normale, d'accord, une tension artérielle normale, et la disparition des œdèmes, et la baisse du poids pour reprendre la valeur initiale, c'est une évolution favorable. Vous pouvez arrêter les diurétiques, surveiller et faire sortir votre enfant. Deuxième élément de traitement, c'est la prévention. Donc, la prévention des glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique fait appel à 2 éléments. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène dans certains pays occidentaux a entraîné une baisse d'un certain nombre de maladies comme le RAA ou même le GNA, bien avant l'introduction, si vous voulez, de l'antibiothérapie dans le traitement de ces infections-là.
Donc, et on a dit que certaines épidémies surviennent surtout chez des populations dont les conditions de vie et d'hygiène sont souvent basses. Donc, il faut améliorer les conditions de vie et d'hygiène, donc l'hygiène, l'accès aux soins, d'accord? Et ça permet déjà en soi de réduire, donc, et je pense, c'est ce qui s'est passé dans notre pays. Quand même, il y a une amélioration de ces conditions de vie et d'hygiène. C'est pour ça qu'on voit de moins en moins de GNA. Et bien sûr, s'agissant d'une maladie immunologique secondaire à une infection streptococcique, qu'elle soit cutanée ou orale, qui n'a pas été ou qui a été mal traitée, à ce moment-là, il faut la traiter de façon efficace et de façon précoce. Et en général, l'infection streptococcique confère une immunité durable, d'accord? Et c'est pour cela donc, que les récidives sont exceptionnelles, d'où la prophylaxie antibiotique qui n'est pas du tout justifiée. Enfin, pour terminer, donc, on va dire que les glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique, cela sous-entend bien sûr post-infectieuse et fréquente chez l'enfant, que les glomérulonéphrite aiguë post-infectieuses sont dominées par les post-streptococciques, qu'il s'agit d'une maladie immunologique confirmée par la baisse de C3 dans le sang, le temps de latence, l'intervalle libre, les données la présence de complexes humains et de cryoglobuline et la fixation de compléments et d'IgG au niveau des PVR. Le diagnostic est souvent facile, puisqu'on a dit qu'il repose sur des critères épidémiologiques, c'est la notion d'infection streptococcique, sur des critères cliniques, c'est le syndrome néphritique qui soit complet ou incomplet, sur des critères biologiques d'insuffisance rénale, sur les critères sérologiques d'atteinte streptococcique et sur des critères immunologiques. Donc, la baisse de C3 au niveau du sang périphérique. Rarement, on a recours à l'histologie, mais surtout, c'est le cinquième élément, c'est l'évolution de ces cyclines qui doivent disparaître dans les délais habituels. Par contre, il faut toujours se souvenir que la GNA peut être révélée par des complications. Ces complications, on les a citées tout à l'heure, peuvent compromettre le pronostic vital et qu'il s'agit d'une urgence thérapeutique, mais que si ces urgences sont levées, eh bien, ces complications n'ont pas d'impact donc, sur le pronostic de cette GNA qui reste toujours bénigne dans la majorité des cas. Le traitement curatif et symptomatique, comme on l'a vu tout à l'heure, et l'évolution est le plus souvent favorable. Cependant, il faut toujours se souvenir quand même, dans un faible pourcentage de cas, et ce sont les cas où on a dit qu'à l'histologie, en plus de la prolifération endocapillaire, il y a une prolifération extracapillaire qu'on appelle les croissants épithéliaux, et bien lorsque cette prolifération existe, le tableau clinique initial est sévère et l'évolution est mauvaise, avec un pronostic réservé, puisque l'évolution vers l'insuffisance rénale progressive, rapidement progressive, aboutissant à une insuffisance rénale terminale, et la crainte qu'il faut avoir. Et bien sûr, pour la prévention, eh bien, il faut améliorer les conditions de vie et d'hygiène et de traiter de façon efficace, exactement comme pour le RA, toute infection streptococcique, qu'elle soit cutanée ou orale. Et je vous remercie.